Alors, bonsoir à tous, merci Michel pour cette présentation. Merci beaucoup au MFR qui organise cet événement, l'événement de ce soir. Merci à tous les organisateurs qui œuvrent en coulisses pour rendre possible ce genre de soirée. Michel l'a dit, je vous le confirme, c'est toujours un plaisir pour moi de venir en Suisse. Et je dis toujours que la caractéristique de la Suisse, c'est l'incarnation du principe, là où il y a le poison, il y a le remède. C'est-à-dire qu'il y a un pays où il y a énormément, qui est une des places fortes du mondialisme dans le monde, mais je ne dis pas ça pour vous flatter, c'est là où je rencontre souvent le plus grand nombre de résistants aussi, et des résistants d'une grande qualité, qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe et qui agissent, qui ne se contentent pas de comprendre les choses, mais aussi d'agir pour combattre ce projet mondialiste dans toutes ses dimensions. Alors le thème de la conférence de ce soir sera « Après le mondialisme, que faire ?» Alors déjà, parce qu'il faut toujours rappeler les termes, et peut-être que des gens ici ne savent pas de quoi on parle quand on parle du mondialisme, donc je vais faire juste un bref rappel. Qu'est-ce que c'est que le mondialisme? Le mondialisme, c'est un projet politico-religieux de nature totalitaire qui a pour objectifs principaux la destruction des nations, donc avec la mise en place d'une gouvernance mondiale, la destruction des cultures, des identités et des religions traditionnelles, là encore avec un projet de créer une religion mondiale, et ensuite après qui va se décliner sur un certain nombre de sujets. Ça va être de la dépopulation, parce que les mondialistes sont des malthusiens qui pensent qu'il y a trop de gens sur cette terre, qu'il faut réduire la population, la fin de la propriété privée, donc ça peut se voir sur le logement, sur la voiture, sur tout un ensemble de sujets, et avec aussi un projet transhumaniste, donc c'est-à-dire d'aller au-delà de l'homme, d'augmenter l'homme par rapport à une création qui est perçue comme déficiente. Et donc en fait le projet mondialiste c'est un projet totalitaire parce qu'il vise un contrôle total sur les corps comme sur les esprits, et je pense que ça, vous l'avez vu à l'œuvre à partir de 2020 notamment, je crois que c'est devenu particulièrement visible, cette volonté de contrôler chaque aspect de notre existence jusqu'à l'intimité, jusqu'à notre corps, jusqu'à notre soin, jusqu'au plus intime. Et donc c'est une véritable guerre qui est menée par le mondialisme contre les peuples, une guerre qui est d'un genre nouveau, puisque c'est une guerre hybride, dite de 5e génération. Alors je vais rappeler très rapidement les caractéristiques d'une guerre hybride. Une guerre hybride, elle se déploie sur d'autres champs que le champ militaire, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la guerre qui nous est menée, elle est bien sûr par l'économie, par le droit, par la santé, par l'éducation, par la culture, par le biais des médias de masse. On a une véritable guerre cognitive. Donc ça c'est un des aspects, c'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que cette guerre, elle ne se fait pas qu'avec des soldats, c'est une guerre vraiment d'un genre nouveau. Ensuite, c'est une guerre qui ne fait pas la distinction entre les civils et les militaires. Ça c'est très important, il y a beaucoup de gens qui pensent à tort qu'ils pourront passer entre les gouttes. Le combat contre le mondialisme nous concerne tous. Et je pense que si vous êtes présents ce soir, c'est justement que vous en avez particulièrement conscience. Et ensuite, le troisième point, et c'est tout l'intérêt de faire des événements de ce type et de faire le travail qui est fait par le MFR et par tous les gens qui luttent contre le mondialisme, une guerre hybride, elle est efficace si elle est bien faite. Vous n'avez pas conscience qu'elle vous est menée. C'est-à-dire que la première étape consiste à avoir cette prise de conscience, de comprendre que vous êtes victime de cette guerre hybride. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez déjà fait un énorme pas vers le combat, vers l'efficacité du combat et de la résistance. Donc, il y a ce projet mondialiste, il y a heureusement, et ça c'est l'analyse que je développe dans mes derniers livres, une résistance à ce projet qui prend différentes formes, comme ce qu'on est en train de faire ce soir. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier avec cette victoire récente de Trump aux États-Unis qui suscite beaucoup d'espoir. Alors ça, je vous propose, si vous avez des questions sur ce sujet, c'est de les garder pour la fin de la conférence, au moment des questions. Moi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est de penser l'après-mondialisme, donc de partir du principe qu'il y a une vraie volonté de contester ce projet mondialiste, de le mettre en échec. Il y a des forces qui sont agissantes, et donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va faire après? Imaginez un monde qui est débarrassé du mondialisme, de ce projet totalitaire. Et la question qui me préoccupe aujourd'hui, c'est une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on construit après? Quels sont les pièges dans lesquels il faut éviter de tomber pour éviter justement qu'un tel système puisse se remettre en place et déjouer justement les principaux écueils? Alors je vais diviser mon propos en deux parties, le danger politique et le danger spirituel. Mais avant d'aborder ces deux points,
Je voudrais juste faire des petits rappels sur le projet mondialiste, 2 points qui sont traités dans mes 2 derniers livres, qui sont des points pas forcément connus, mais qui aident justement à éclairer le projet mondialiste et sa nature. Alors la première chose que je voudrais vous dire en introduction, c'est que le projet mondialiste est un projet qui trouve sa source à l'origine dans le monde britannique et particulièrement la City de Londres. Le projet mondialiste vient de Londres. Londres est le cœur de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec notamment les États-Unis, en fait, les États-Unis sont devenus un peu le méchant, c'est-à-dire on a toujours, on parle de la CIA, on parle de la guerre menée par les armées américaines, etc. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que derrière ça, en coulisses, il y a une oligarchie britannique qui est agissante, et qui est agissante depuis très longtemps. Je vais vous donner un exemple très concret au niveau de la politique étrangère. Vous savez qu'il y a les guerres menées par les États-Unis dans le monde. Eh bien, ces guerres-là, elles sont inspirées, bien sûr, elles ne viennent pas de nulle part, il y a une inspiration. Et il y a, donc bien sûr, il y a, comme toujours avec le mondialisme, vous avez la hiérarchie officielle et vous avez le pouvoir caché. Ce sont des caractéristiques du pouvoir mondialiste. Et donc, le pouvoir caché aux États-Unis, vous avez la version officielle, c'est le département d'État, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, et vous avez une institution qui s'appelle le CFR, le Council on Foreign Relations, qui est créé en 1921. Et le Council on Foreign Relations, il faut savoir que Hillary Clinton elle-même dit, il y a quelques années, je crois que c'était avant qu'elle se présente, elle parlait de la maison mère, de mothership, c'est-à-dire l'endroit où, en fait, en tant que ministre, elle allait prendre ses ordres. Donc, si vous voulez, et ça, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le CFR est une émanation d'une structure qui s'appelle Chatham House, qui est le Royal Institute for International Affairs, qui a sa base à Londres. C'est-à-dire que vous avez la politique étrangère américaine qui trouve en réalité sa source à un institut de relations publiques qui existe depuis le 19e siècle et qui est à Londres. Ça, c'est important de le comprendre. De la même manière que vous connaissez, je pense, la plupart d'entre vous ici ce soir, le programme de Young Global Leaders du Forum économique mondial de Davos, du WEF, c'est un programme qui trouve sa source à la fin du 19e à Londres, pareil avec les bourses Rhodes, de Cecil Rhodes, qui est en fait un cloche-pape avant la lettre. Donc ces structures qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde entier sont des structures qui trouvent leur source dans l'oligarchie britannique et dans le projet impérialiste britannique. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et ça, j'en parle dans mon dernier livre. Les patriotes américains qui se battent aujourd'hui pour libérer leur pays et qu'on retrouve derrière, en fait, la figure de Donald Trump, quand vous les écoutez, disent aujourd'hui le véritable enjeu, c'est une deuxième guerre d'indépendance. Nous sommes là pour libérer les États-Unis du joug britannique. Alors, quand vous n'avez pas ces éléments qui sont assez pointus, ça peut sembler délirant, mais c'est la réalité. Les États-Unis se battent aujourd'hui pour leur deuxième guerre d'indépendance. Et il y a quelques jours, nous étions avec le 11 novembre. Il faut voir que cette puissance de cette oligarchie britannique est déjà présente à cette époque. C'est-à-dire que derrière, par exemple, le président Woodrow Wilson, il y a des gens comme le colonel House, qui sont des gens qui ont été formés entièrement en Angleterre et qui sont allés aux États-Unis, qui ont noyauté la présidence américaine, par exemple, pour ne donner qu'un exemple. Il faut voir aussi que l'Allemagne, pendant la Première Guerre mondiale, est attaquée, qu'on dresse la France et l'Allemagne l'une contre l'autre et qu'elles s'entretuent dans cette boucherie qu'est la Première Guerre mondiale. Ils s'entretuent parce que l'oligarchie britannique voit la puissance industrielle montante de l'Allemagne comme une menace. Donc l'Allemagne va être attaquée et détruite et on va utiliser ça. On peut remonter même encore plus loin. La Révolution française est une révolution qui est montée par Londres. C'est le renseignement britannique, Lord Shelburne, qui va financer une grande partie des révolutionnaires français. Et la franc-maçonnerie qui inspire la Révolution française trouve son origine à Londres. C'est les constitutions d'Anderson en 1717. Et il faut savoir que tous les fameux philosophes des Lumières dont on nous rebat les oreilles, que ce soit Voltaire, Montesquieu, tous ces gens-là, font leur passage à Londres où ils sont formés par les cercles occultes et les loges anglaises. Donc vous voyez, il y a toute cette généalogie britannique du mondialisme qui est très très bien cachée, parce que vous savez, les États-Unis en fait portent le chapeau pour beaucoup de choses qui sont en fait décidées à notamment la City de Londres. Alors, il y a le rôle de Washington bien sûr, mais le centre du pouvoir mondialiste c'est la City de Londres. Et ça c'est un fait qui n'est pas assez connu. Et en fait, c'est les États-Unis qui portent le chapeau pour beaucoup d'actions qui sont décidées par ce centre de prise de décision. Et ça, c'était le premier point que je l'ai évoqué en introduction. Le deuxième point, c'est, je parlais du projet totalitaire mondialiste,
il faut comprendre jusqu'où ça va, la profondeur de ce projet. Et alors, on a bien vu avec le Covid jusqu'où ça allait, avec la vaccination qui était quasiment forcée, en tout cas avec une pression énorme sur les gens à travers leur travail, à travers les médias, etc. Et il faut voir que le projet mondialiste va même encore plus loin. Et je voudrais vous citer, et j'aurais même pas besoin de faire de commentaires, le travail de quelqu'un qui s'appelle le professeur James Gordiano, que peut-être certains connaissent, qui est un grand spécialiste en neurosciences, peut-être un des plus grands, qui travaille pour le ministère de la Défense américain, notamment pour le DARPA. Le DARPA, c'est les recherches spéciales, enfin, les recherches avancées de l'armée américaine. Et le docteur Gordiano disait d'ailleurs dans une conférence qui donnait à l'armée américaine, le cerveau humain sera le champ de bataille du XXIe siècle. Et donc je vais vous citer une citation du professeur James Gordiano que j'ai reproduit in extenso dans mon dernier livre. Alors je ne vais pas la citer entièrement parce qu'elle est longue, je vais vous citer des extraits, mais vous allez comprendre. Alors, je cite: « Accéder au cerveau, non pas de façon grossière, mais de façon de plus en plus créative. Utiliser des formes de technologie et d'ingénierie comme de la matière nanoparticulaire que nous pouvons ensuite transformer en capteurs qui peuvent être ensuite inhalés, ingérés, frottés et qui peuvent ensuite migrer jusqu'au cerveau pour y former une multitude de transmetteurs capables, écoutez bien, de lire et d'écrire de l'information provenant d'un cerveau vivant en temps réel et à distance. » Et donc là, il continue et il dit: « Désormais, nous pouvons transmettre des informations à distance dans le cerveau via le cloud. En utilisant le cloud de cette manière, nous permettons d'une certaine manière à la cybersphère d'accéder à la cérébrosphère d'individus, de groupes, de collectifs. Et si cette technologie nous permet littéralement de lire votre esprit en scannant et en interprétant les données que nous recevons, nous pouvons également, dans l'autre sens, écrire dans le cerveau. Et cela a un nom, le contrôle mental. Et que ferons-nous de cette possibilité? Où iront ces données? À quelle fin seront-elles utilisées? Par qui et dans quel but? » Donc vous voyez où va le projet mondialiste. Là, vous avez un des plus grands scientifiques qui parle de contrôle mental et qui dit qu'on peut littéralement contrôler le cerveau à distance. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre dans le projet mondialiste, et c'est pour ça que je parle de cette guerre terrible qui nous oppose à ce projet, parce que c'est un projet de prise de contrôle total sur l'être humain, et là on le voit très clairement, de fin du libre arbitre. Et donc c'est pour ça que si cette guerre est perdue, en fait tout est perdu. Et donc heureusement pour nous, elle est justement ce projet est en train d'être mis en échec, et justement c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qui s'est passé pour éviter de reproduire exactement les mêmes erreurs. Si l'extrait que je viens de vous lire vous a intéressé, vous pouvez retrouver déjà dans le volume 4 des essais, et j'ai donné un grand entretien à ce sujet dans Tocsin Média, un excellent média français que je vous recommande, où j'ai donné toute une interview à Clémence Oudiakova, à la journaliste Clémence Oudiakova, sur ce sujet. Enfin, troisième point pour terminer cette introduction, la caractéristique principale du mondialisme, c'est l'idéologie, c'est une idéologie suprémaciste. C'est-à-dire, je vous ai parlé à l'instant du contrôle que ces gens voulaient exercer jusque sur nos pensées et jusque sur notre cerveau. Ce qui vient irriguer ce projet complètement fou, complètement totalitaire, c'est cette conviction qu'ont les mondialistes d'une vision de l'humanité divisée en deux. C'est-à-dire qu'il y a eux qui sont les initiés, les élus, les êtres supérieurs, et nous en dessous qui sommes du bétail. Ils nous voient absolument comme ça, comme un cheptel. Un cheptel, alors quand il y en a trop, on en enlève, quand on en a besoin, on les met là, on les met dans tel enclos, etc. Mais en fait, c'est une négation fondamentale de la dignité de l'homme, et je reviendrai dans la deuxième partie sur l'aspect spirituel. Mais c'est ça qui relie toutes les idéologies qui sont présentes dans le mondialisme et les différents courants, parce que le mondialisme a différents visages, et je les ai présentés dans la dernière conférence que j'étais venu faire ici. Et donc, le mondialisme, tous ces visages du mondialisme ont en point commun de nier la dignité de l'homme et d'avoir cette vision avec un groupe d'individus qui s'arrogent des droits au mépris des droits fondamentaux de chaque être humain. Voilà, donc ça c'est pour donner le cadre. Et donc, quand on a compris ça, déjà il faut s'en libérer, il faut se battre,
Et surtout, il faut éviter qu'on soit reconfronté à ces dangers-là et à ce risque absolument fondamental pour nous, pour l'humanité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer notre système immunitaire politique et spirituel, et surtout créer une société avec des systèmes, avec des garde-fous, à la fois politiques et à la fois spirituels, qui vont empêcher un tel système de revenir. Alors donc, dans la première partie de mon propos, je vais vous parler du danger politique, des écueils politiques, et de justement qu'est-ce qu'on pourrait créer pour éviter ce retour ces mêmes expériences que nous vivons aujourd'hui. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre, qui est fondamentale avec le mondialisme, c'est que le mondialisme est une utopie. C'est une véritable utopie, et c'est une utopie qui est très séduisante. Vous savez, c'est la chanson de John Lennon, Imagine. Imagine there is no countries and no religion. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de religion. Donc c'est super. Comme il n'y a plus de pays, il n'y aura plus de guerre. Comme il n'y aura plus de religion, il n'y aura plus de guerre, de religion. Et ça, c'est ce qu'ils vendent aux gens. Il y a beaucoup de gens qui disent ça a l'air super ce truc-là. Où est-ce que je signe? Comment je participe? Et ça, c'est un projet qui remonte de loin, puisque vous lisez déjà des révolutionnaires au temps de la Révolution française qui vous parlent de réussir à mettre en œuvre la République universelle du genre humain. Vous avez quelqu'un comme Kant qui, au XVIIIe, vous parle de projet de paix perpétuelle. Donc c'est un projet qui remonte à très longtemps et qui est un projet absolument utopique. Utopique, et la racine du mot utopie vous met sur la piste. Utopie, c'est utopos, c'est ce qui n'est un lieu qui n'existe pas. Et donc l'inverse de ça, c'est le réalisme en politique. Notamment quelqu'un comme le général de Gaulle disait on ne fait de la politique qu'avec des réalités. Et si vous voulez, c'est ça le danger du mondialisme. Le mondialisme, c'est une utopie. Et donc il faut bien comprendre, quand on parle de nos adversaires, que c'est cette vision utopique qui les guide. Klaus Schwab est un utopiste, George Soros est un utopiste. Tous ces gens qui mettent en place ce projet de gouvernance mondiale, de destruction de l'homme dans sa conception traditionnelle, dans son enracinement, sont des utopistes. Et surtout, cette vision qu'ils ont, qui est sous-jacente, ils veulent changer la nature de l'homme. C'est ça le sens du transhumanisme, c'est ça le sens du déracinement qu'ils veulent pour l'homme. Et donc, le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est un projet, en effet, qui est complètement illusoire, puisque l'homme est ce qu'il est. Et donc, comme ils ont conscience de leur impuissance, leur conclusion, c'est, puisque l'homme ne va pas aller dans le sens qu'on veut, il va falloir changer l'homme. Vous savez, il y a une blague comme ça dans une pièce de Ionesco qui dit « Puisque le peuple vote mal, la solution, c'est de changer le peuple. » C'est exactement ça. Les mondialistes veulent changer le peuple, ils veulent changer la nature de l'homme. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien c'est ce qui nous renvoie au transhumanisme. Ils veulent des hybrides, ils veulent des hommes-machines, des hommes augmentés, et en ligne de mire, et je reviendrai dans la deuxième partie, des hommes-dieux. Des hommes qui, selon eux, seront des hommes augmentés, et aussi parce que qui dit homme augmenté par des machines qu'on pourra contrôler. Je vous ai dit il y a quelques instants ce que disait James Gordiano. Il ne faut pas oublier que tout système technique peut être contrôlé, peut être piraté, et même piraté à distance. Le projet du mondialisme, c'est une volonté d'omniscience et d'omnipotence qui cherche justement à concurrencer le pouvoir de Dieu. Donc ça, c'est vrai, il faut vraiment comprendre ça, si nous voulons combattre le mondialisme et éviter de retomber dans ces travers, il faut être des réalistes et ne pas tomber dans ce piège de l'utopie. Et je reviendrai dans la deuxième partie sur ce qu'elle peut avoir de dimension spirituelle. Mais attention, parce que cette utopie, on peut la retrouver également au sein de la résistance. C'est-à-dire qu'on va imaginer un monde débarrassé du mondialisme, et il y a certaines visions qui ont cours. On vous présente un monde, c'est le nouvel Éden sur Terre. Il n'y aura plus de mondialistes, il n'y aura plus de dettes, il n'y aura plus de banques, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus, en fait, tous les hommes seront égaux, auront accès, par exemple, à des technologies extraordinaires qui permettront à tout le monde de s'épanouir, etc. Attention à ça, parce que, et notamment au niveau de la géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a encore cette phrase, je crois qu'il est de Gaulle, qui dit « Les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts ». Bien sûr, on peut avoir des alliés dans la lutte contre le mondialisme. On peut regarder ce que font les Américains, ce que font les Chinois, ce que font les Iraniens, ce que font les Russes. Mais il ne faut pas oublier que ces pays-là défendent avant tout leurs intérêts, avec des intérêts géostratégiques bien compris. Et il ne faut pas, je pense que c'est illusoire et c'est très dangereux de voir Trump, Poutine ou n'importe quel dirigeant comme un sauveur pour notre propre pays.
pour la Suisse, pour la France, chaque chef d'État a la responsabilité de son propre peuple. Et il ne faut pas croire que dans un monde qui sera débarrassé de l'utopie mondialiste, le rapport du politique, qui est un rapport qui est fondé sur la confrontation des intérêts, va disparaître. Ça, il faut lire absolument Carl Schmitt là-dessus, qui explique ça très bien. C'est un grand penseur du politique, qui explique que la conflictualité est au cœur des relations politiques. Mais attention, c'est pas parce qu'on a des intérêts divergents qu'on doit forcément se faire la guerre et s'entre-détruire. On peut, tout à fait, c'est d'ailleurs ce que disent toujours les Russes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des désaccords, mais on peut être avec des partenaires, pas forcément des alliés, mais des partenaires, avec qui on discute de bonne foi, avec qui on a un rapport d'intérêt bien compris, et chacun défend ses intérêts. J'avais vu, il y a quelques semaines, une phrase je crois que c'était le ministre des Affaires étrangères chinois, qui avait cette formule qui résumait bien cet état d'esprit, qui disait « Nous sommes accueillants avec nos amis, coopératifs avec nos partenaires et combatifs avec nos adversaires ». Donc c'est cet état d'esprit, et on voit très bien que dans cette phrase, qui peut être reprise d'ailleurs un peu de la même manière par la Russie, c'est qu'il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de condamnation comme on le fait en Occident. Il y a une analyse lucide de dire voilà, il y a des points où on peut être allié, il y a des points où on coopère, et il y a des points où on peut être adversaire. Et c'est ça la réalité du politique. C'est ça qui est important d'intégrer dans notre réflexion et ne pas tomber, nous aussi, en tant que résistants au mondialisme, dans les mêmes travers d'imaginer une utopie qui serait une utopie anti-mondialiste, mais qui serait aussi une utopie. Donc, et surtout ne pas avoir peur de ce qui structure le politique depuis toujours, c'est-à-dire qui est le rapport de force, la défense des intérêts bien compris et la conflictualité. Alors ce qui m'amène à un deuxième point qui est très important, qui est au cœur de ce sujet, c'est le rôle du chef. Et ça, c'est un point qui est absolument essentiel, puisque aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a plusieurs caractéristiques, qui est notamment d'être un monde qui est horizontal et indifférencié, et par certains aspects d'ailleurs féminisé. Et l'indifférenciation, c'est ça le mot-clé, elle prend différentes formes. Elle prend différentes formes parce qu'on est dans l'indifférenciation, ça veut dire la confusion des genres, je dirais un magma informe dans lequel plus rien ne ressort. Et ça, c'est le projet mondialiste, c'est-à-dire on va mettre les peuples dans une espèce de grande soupe globale, il n'y aura plus de différence, vous voyez, c'est le monde comme un aéroport. Les gens se plaignent en disant, en fait, le monde ressemble à un hall d'aéroport gigantesque. Et plus rien, il n'y a plus les architectures traditionnelles, il n'y a plus les costumes traditionnels, tout est mis sur le même plan. On a ça aussi, par exemple, aujourd'hui, dans les rapports hommes-femmes, avec l'indifférenciation entre l'homme et la femme, alors qui est poussée jusqu'à l'extrême avec le transgenre, avec des hommes qui se mettent en jupe et des femmes qui ressemblent à des hommes, on voit dans les compétitions sportives, par exemple. Donc ça, c'est une indifférenciation, et cette indifférenciation, on la retrouve aussi dans l'aspect spirituel, avec l'indifférenciation entre le sacré et le profane. Donc ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie. Et ce qui s'oppose à ça, c'est un monde, au contraire, qui est plus vertical, qui est plus différencié, et qui est plus hiérarchisé. Et là, c'est là toute la perversion du système mondialiste, c'est que le système mondialiste a quelque part décrédibilisé cette notion d'autorité et de verticalité. En tant que Français, on a l'exemple type avec avec Emmanuel Macron. Vous savez qu'en France, la Ve République est un pouvoir justement très vertical, très centralisé. Le chef de l'État français a un pouvoir absolument considérable. Sur les institutions, lui donne un énorme pouvoir. Mais là, c'est une différence entre le chef et le tyran. Et il y a cette confusion. Il y a cette confusion qui est très importante parce qu'aujourd'hui, le risque qui existe, c'est parce qu'on a des mauvais chefs. Parce qu'on a des chefs qui ne se comportent pas en chefs, c'est-à-dire qui ne se soucient pas du bien commun de leur peuple, qui ne se soucient pas justement de ne pas être dans l'impunité mais dans la responsabilité. Cela peut conduire à rejeter le principe d'autorité en tant que tel, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a des mauvais chefs, il faut qu'il n'y ait plus de chefs. Et ça, c'est un risque qui est absolument très dangereux et que je vois parfois apparaître dans certains, je dirais, mouvements de résistance, etc. C'est ce rejet de la verticalité parce qu'on a l'exemple des mauvais chefs. Et alors, pourquoi il faut qu'il y ait des chefs? Parce que là, je vous parlais tout à l'heure des lois naturelles qui sont présentes dans les groupes humains, dans les groupes politiques. Il y a toujours un décideur, il y a toujours quelqu'un qui décide, il y a toujours un chef. Mais quand ce chef assume ses responsabilités, c'est justement ça sa force. C'est qu'on identifie qui
est responsable? Qui a pris la décision? Et en fait, ça, c'est un facteur très important pour rendre des comptes et demander des comptes. Un chef, ça sert à ça, c'est-à-dire d'identifier le décideur. Et je vais vous donner un exemple par rapport à ça, c'est la différence entre un système d'ancien régime, ce qu'il y avait en France avec la monarchie, et le système actuel. Le système d'ancien régime, vous aviez le roi qui était identifié et qui était présent à Versailles. Quand les révolutionnaires ont voulu aller chercher le roi, ils savaient où le trouver, ils savaient qu'il était à Versailles, le décideur était identifié. Dans le système actuel, qui est le système mondialiste, qui est contrôlé, là encore, par des dynasties, mais ce sont des dynasties qui sont les pouvoirs des oligarchies financières, bancaires, etc. Dans ces conditions, le pouvoir n'est pas identifié, le pouvoir n'est pas visible. Je dis toujours pour plaisanter dans mes conférences, si un Rothschild, un Rockefeller, un Warburg ou quiconque était présent dans ce public, ça se trouve, on ne le saurait pas. Il pourrait être assis au milieu de nous, on ne les connaît pas. On connaît des gens comme Klaus Schwab, comme George Soros, mais eux, ce sont des faces visibles. Un mondialiste qui serait présent, il est protégé par l'anonymat parce que son pouvoir n'est pas identifié. Et c'est pour ça que le mondialisme se cache derrière les décideurs politiques. Les décideurs politiques, ce sont les fusibles du système mondialiste. Le chef n'est pas identifié. Le vrai chef, on nous donne un chef, on dit oui, c'est lui qui a le pouvoir, c'est le président, c'est le premier ministre, etc. Mais c'est pas lui qui décide. Derrière lui, il y a des gens, et ces gens-là restent cachés. Donc le principe du chef, c'est un principe de responsabilité. Alors, ça, on parle à très haut niveau, mais c'est vrai aussi dans notre vie quotidienne. Moi, je vous donne un conseil ce soir. Méfiez-vous des groupes où on dit on ne veut pas de chef. C'est tout le monde qui décide. Et en général, quand il y a ça, en fait, il y a des chefs. Mais en fait, c'est des chefs qui ne seront pas mis face à leurs responsabilités. Ils trouveront le moyen de se défausser. Et j'en parlais à un ami, il me disait pour rigoler, souvent d'ailleurs, quand il n'y a pas de chef en théorie, en fait, non seulement il y a des chefs, mais en fait, c'est même pas le chef qui décide, c'est sa femme. En fait, c'est la femme du chef qui prend les décisions et qui murmure à l'oreille de son mari, et en fait, c'est le mari qui est le paravent. Et il y a un principe que j'aime beaucoup et que j'ai développé à la fois dans mes livres et sur les réseaux sociaux. C'est le philosophe Nassim Nicolas Taleb qui a parlé de ça. Il a parlé du principe de jouer sa peau, skin in the game. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que décideur, on doit toujours être confronté aux conséquences de nos décisions et de nos actions. Et ça, c'est un principe qui a l'air extrêmement simple quand on le dit de cette manière, mais c'est un principe qui est extrêmement puissant parce qu'il nous pousse justement à raisonner de manière juste et droite. Je vais vous donner quelques exemples. Imaginez un monde, une société, où quand vous déclarez la guerre, vous êtes obligé d'aller vous battre sur le champ de bataille. Avant de décider la guerre, vous êtes exposé à ses conséquences parce que vous devez aller vous battre. Et d'ailleurs, c'était le cas autrefois, c'était la noblesse qui allait se battre, et il n'était pas rare de voir des ducs, des princes et même des rois tués au champ de bataille. Ils allaient se battre, ils allaient au front, ils allaient sur le front. Aujourd'hui, vous avez des gens qui décident des guerres à Washington, à Londres, ou on ne sait où, et en fait, ce sont les pauvres soldats qui vont mourir sur le champ de bataille, mais ceux qui ont décidé ces guerres ne sont pas exposés aux conséquences de leurs décisions. Imaginez un monde où les journalistes qui diffusent des fake news sont responsables de ça et peuvent non seulement perdre leur job, mais être sanctionnés et payer des amendes. Avec un principe de quand vous diffusez une information, vous êtes responsable de l'effet de la diffusion de cette information dans la société. Imaginez un monde où un juge, par exemple, qui libère un criminel multirécidiviste, un migrant ou autre, et que cette personne va faire une attaque au couteau, un cambriolage, et qu'on dit au juge, mais attendez monsieur, cette personne aurait dû être expulsée, aurait dû être remise en prison, et vous l'avez relâchée dans la nature, c'est vous qui êtes responsable. Mais ça change, vous comprenez tout ce que ça changerait dans nos sociétés? C'est ça le principe de skin in the game. Où on pourrait encore multiplier les exemples à l'infini. Imaginez les chefs d'entreprise qui détruisent des entreprises, qui s'enrichissent, et en fait ce sont les salariés qui payent les pots cassés de leurs mauvaises décisions, ce ne sont pas eux, idem pour la pollution. Donc ça c'est un principe, je pense, qu'il est essentiel d'avoir quand on parle du chef, et c'est un principe, quand on pense l'après-mondialiste, quelle société voulons-nous créer? Moi je pense que la solution, c'est de recréer une société de la responsabilité, et que les gens qui sont en responsabilité doivent être toujours confrontés aux conséquences de leurs actions et de leurs décisions. Et ça, c'est un principe qui est, je le redis, simple, mais d'une efficacité assez redoutable.
Et c'est pour cela que l'exercice du pouvoir doit être risqué. L'exercice du pouvoir, c'est plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilités, et plus on est soumis potentiellement aux conséquences de nos décisions. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air très éloigné de notre conception moderne, parce qu'on a des chefs qui utilisent leur pouvoir, déjà pour ne pas du tout être exposés aux conséquences, et qui sont dans l'impunité. Le pouvoir les protège. Le pouvoir ne les expose pas, le pouvoir est la garantie qu'ils vont pouvoir être corrompus, qu'ils vont pouvoir envoyer des gens se faire massacrer par millions, et il n'y aura aucune conséquence pour eux. Et ça, c'est ça qui doit changer, et ça, c'est ce principe-là sur lequel nous devons être fermes. Et ce principe-là, il était tout à fait compris et tout à fait appliqué. Autrefois, je vous ai donné l'exemple des rois et des nobles qui allaient mourir à la guerre, avant que ce soit le peuple qui y aille, et j'ai trouvé cette citation magnifique que j'ai toujours en tête, qui était du roi Charles VII de France, qui exprime ça au moment, peu de temps après son sacre. Que dit-il? Il dit « Ô couronne de France, tu es précieuse et précieusement très vile. Précieuse étant considérée le mystère de justice que tu contiens, mais vile compte tenu du fardeau, du labeur, de l'angoisse et de péril d'âme que tu donnes à ceux qui te portent sur leurs épaules. » Vous voyez, et là, on avait un chef qui comprenait que porter la couronne, porter la responsabilité d'un peuple, d'un État, d'un pays, c'est quelque chose à la fois qui est glorieux, qui est extraordinaire, mais qui est aussi porteur d'un danger et d'une responsabilité qui est énorme. Il parle quand même de péril d'âme. Je veux dire, c'est ça qu'on a perdu. Nos dirigeants ont perdu le sens de cette responsabilité, de cette charge. Et c'est ça qu'on doit redonner dans le politique aujourd'hui, dans ce monde d'après-mondialiste, et pour combattre les conceptions politiques qui ont structuré la pensée mondialiste, où là ce n'est pas la responsabilité, c'est l'impunité qui est érigée en système. Alors ensuite, le deuxième point que je voudrais évoquer, je pense que c'est un des points les plus importants de cette conférence. C'est la question du système politique et notamment du système démocratique. Parce que je sais que en France, il y a beaucoup de gens qui regardent par exemple avec beaucoup d'envie la Suisse, avec son système de vote, où il y a ces votations qui sont extrêmement présentes, qui sont extrêmement nombreuses, on sollicite beaucoup le peuple. Et en fait, il y a l'importance du concept notamment de démocratie directe. Alors je vais vous dire franchement, moi je suis assez critique de ce système, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette deuxième partie de première partie. Pourquoi je suis critique de ce système et pourquoi je pense que ça peut ne pas forcément être la bonne solution pour penser l'après-mondialisme. Alors déjà, je vais aller progressivement dans mon argumentation. Il y a déjà une base qui était déjà, d'ailleurs, c'est pas neuf, c'est souligné déjà par Aristote, qui exprimait la différence entre, quand on parlait du politique, et il parlait de comment emporter la conviction des uns et des autres. Aristote disait, il y a ceux qui sont sensibles à la rhétorique, et il y a ceux qui sont sensibles à la logique. Et en fait, ce que disait Aristote, c'est que la plupart des gens sont sensibles à la rhétorique et pas à la logique. C'est-à-dire la rhétorique, c'est le sophisme, c'est-à-dire qu'on va faire appel aux émotions, on va faire appel aux ressentis, on ne va pas faire appel aux arguments. Et ça, vous voyez, c'est d'une actualité assez frappante, puisque Aristote dit ça quelques siècles avant Jésus-Christ, mais on a eu ça il y a encore quelques semaines avec la campagne de Kamala Harris. La campagne de Kamala Harris, c'était du pur sentiment. Il n'y avait aucun argument dans ce qu'elle présentait, c'était même joy, la joie, on va faire une campagne pour la joie, avec des bonnes vibrations, et on appelle au sentiment. Nous, on n'est pas les fascistes, on n'est pas les méchants, on n'est pas dans le repli sur nous, on est dans l'ouverture, on est dans l'inclusivité, mais il n'y a aucun argument politique là-dedans. On n'explique pas comment on va redonner la prospérité, on n'explique pas pourquoi c'est bon pour le peuple américain, on n'explique pas pourquoi ça défend les intérêts de l'Amérique, on ne dit pas est-ce que ça va aider les Américains à retrouver leur travail, on est sur du pur sentiment. Donc on est déjà dans ça, on est dans un appel au sentiment, et si vous avez lu les grands penseurs, je pense à des sociologues comme Gustave Le Bon par exemple, dans la psychologie des foules, Gustave Le Bon dit en politique ça ne sert à rien d'essayer de convaincre les gens avec des arguments, il faut les convaincre avec des sentiments. Donc on n'est pas dans un discours qui est rationnel. Et tous les gens qui font de la communication politique savent cela. Et donc la question que je me pose quand on parle de la démocratie ou de la démocratie directe,
c'est déjà comment on fait quand une majorité de gens ne sont pas sensibles aux arguments rationnels, on l'a même vu d'ailleurs avec le Covid, et surtout comment on fait, comment on contrôle ceux qui modèlent ce sentiment, ceux qui façonnent ce sentiment, et comment ce sentiment est façonné dans nos systèmes démocratiques. Il est façonné en grande partie par les médias de masse. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est qui va contrôler ceux qui vont façonner le sentiment et façonner l'émotion. Ça veut dire que, admettons qu'on veuille un système, et je pense que vous le voyez en Suisse, comment on influence l'opinion publique. Parce que j'ai vu que je suis hébergé en Suisse, j'ai vu comment ça se passe en Suisse. On vous fait un petit carnet rouge, vous avez tous les arguments, les textes de loi, etc. Mais soyons sérieux 2 minutes, qui a le temps, en rentrant de son travail le soir, d'étudier ça avec attention, de se former sur ces sujets? Bien sûr, il y a des gens qui le font, mais la plupart des gens fonctionnent avec que disent les médias de masse, que disent les gens autour de moi, que disent mon milieu. Vous savez, ça, il y a des études de psychologie qui ont prouvé que la plupart des gens, en fait, ne se posent pas la question de savoir si une chose est vraie ou est fausse. Les gens se posent la question, est-ce que les gens autour de moi pensent que c'est vrai ou c'est faux? Il y a un filtre de consensus social. Et donc c'est pour ça que le mondialisme et tous les systèmes de pouvoir cherchent à contrôler les moyens de façonner l'opinion publique. Donc déjà là, on a et on sait d'ailleurs, et ça par exemple c'est quelqu'un comme Ariane Billeran, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, a dit ça, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un petit nombre de gens qui ne sont pas sensibles à ça, qui ne sont pas sensibles à cette manipulation et à cette pression. Il y a des gens, on peut avoir la pression des médias, on peut avoir la pression du groupe, du consensus, il y a des gens qui sont immunisés contre ça, eux ils sont capables de voir clair, ils sont capables de réfléchir, ils sont capables d'agir de façon rationnelle. Et donc ça c'est une vraie question qui doit amener une réflexion critique, c'est déjà qu'est-ce qu'on fait alors qu'on veut un système où on va dire les gens vont être responsables. En fait, la plupart des gens en fait, réagissent par consensus, et en plus, qui va contrôler les outils qui vont former ce consensus? On va dire, par exemple, très bien, aujourd'hui, on a des médias, des fake news médias, qui sont aux ordres d'oligarques, etc. Mais admettons que le peuple reprenne le pouvoir, ou qu'il y ait un changement de régime, etc., il y aura bien quelqu'un qui contrôlera ces médias. Il y aura quelqu'un qui aura un agenda, il y aura quelqu'un qui utilisera ces médias pour faire passer un message particulier. Par exemple, en France, du temps de De Gaulle, le service public était avec De Gaulle utilisait l'ORTF pour faire passer sa politique. Mais, on peut dire que c'était très bien, c'était une politique de souveraineté, de défense des intérêts de la France, mais il y avait quand même un contrôle politique qui, d'une certaine manière, manipulait les Français dans le bon sens, mais qui manipulait l'opinion publique, comme l'opinion publique est manipulée aujourd'hui par BFM, LCI, etc. Donc ça, c'est une question fondamentale quand on pose la question de la démocratie, et encore plus de la démocratie directe. Ensuite, ce qui m'amène à un deuxième point sur lequel je voudrais vous faire réfléchir, c'est que le système démocratique, en tout cas dans le suffrage universel, est un processus indifférencié. Je parlais de l'indifférenciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les voix sont à valeur égale. Vous allez avoir, par exemple, un chef d'entreprise, père de famille, engagé dans plein d'activités associatives, sa voix pèse le même poids électoral qu'un dealer de drogue qui n'a aucune activité, qui est un parasite social. Vous allez avoir quelqu'un qui va étudier des sujets, qui va creuser, qui va étudier, qui va lire, ou même ne serait-ce que par son métier, parce qu'il est policier, il est enseignant, il a une connaissance du sujet dont il traite, sa voix va avoir exactement le même poids que quelqu'un qui ne s'intéresse à rien et qui dit « moi, je vote parce que, vous savez, on avait eu ça en France, je vote pour Emmanuel Macron parce que je l'ai vu sur l'affiche et qu'il est beau ». Donc ça, c'est une vraie question. Et alors, là encore, c'est toute la question. Par exemple, en France, il y avait quelque chose qui s'appelait le suffrage censitaire. Là, c'était séparé. On avait le droit de voter parce qu'on avait un certain revenu. Moi, je ne suis pas du tout favorable à ça. Mais il y a quand même une question, c'est que quand on parle de démocratie, est-ce qu'on doit vraiment ouvrir le vote à tout le monde? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir certaines conditions pour pouvoir voter? Je n'ai pas encore la réponse à cette question, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce qu'on veut vraiment un système où les voix sont ouvertes à tout le monde? Et même maintenant, vous voyez qu'il y a d'autres questions qui se posent aux États-Unis, c'est notamment l'utilisation de groupes de personnes, notamment des émigrés, pour peser sur le vote politique. Par exemple, aux États-Unis, on a fait venir des émigrés par bus entier pour peser sur le résultat, des gens qui sont dans une logique purement clientéliste. On le voit en France, il y a le vote des banlieues, etc. Donc vous voyez comment, à partir du suffrage universel, on peut manipuler le vote. Et par exemple, il y avait dans la Grèce antique, parce qu'on dit toujours la Grèce, ils ont inventé la démocratie. Attention,
les gens qui avaient le droit de voter en Grèce, c'était un tout petit groupe de gens au sein de la cité. C'était des gens qui, par exemple, alors je ne sais pas si c'était le cas à Athènes, mais en tout cas à Sparte c'était le cas, c'était des gens qui avaient notamment fait une forme de service militaire, c'est-à-dire qu'ils avaient montré qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour la cité. Donc est-ce qu'on peut imaginer, je crois que c'était quelque chose que j'avais évoqué dans la France retrouvée, d'ouvrir le droit de vote uniquement à des gens qui ont montré qu'ils sont prêts à s'engager dans la cité sous différentes formes. Ça peut être une forme de service militaire, ça peut être un engagement associatif, ça peut être voilà, avoir des responsabilités associatives, politiques, économiques, mais des gens qui ont montré concrètement, sans distinction de revenus, de classe sociale, mais qui, le critère qui va les distinguer, c'est je suis prêt à m'engager et à m'engager dans les affaires de la cité. Et là, on n'est plus du tout dans une logique de suffrage universel. Donc ça, pour moi, c'est une question qui est extrêmement importante. Et enfin, j'aborde le troisième point. Et ça, pour moi, je pense que c'est peut-être le point le plus important de cette conférence, parce que c'est une chose, je pense, que vous n'entendrez jamais ailleurs. La démocratie est un processus sacrificiel. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Stanislas Berton? Quel est le rapport? Alors, je vais essayer de vous expliquer ça en quelques mots. Et pour le faire, je vais être obligé d'aller chercher l'anthropologue René Girard. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent René Girard. En quelques mots, pour résumer ce que nous dit Girard, qui est un anthropologue français qui a travaillé toute sa vie sur la notion de crise sacrificielle et de bouc émissaire. En gros, ce que dit Girard, et ce qu'il a observé, qui est l'œuvre de sa vie, c'est que tout groupe humain a des tensions qui le traversent. Et en fait, les tensions qui traversent ce groupe vont donner à un moment une crise qu'il appelle la crise sacrificielle. C'est la violence du groupe qui va devoir en fait trouver un exutoire. Et si le groupe n'arrive pas à trouver l'exutoire à cette violence, qui est une violence innée à l'homme, eh bien le groupe va s'autodétruire. D'ailleurs, on a des exemples hein, dans l'histoire, on a retrouvé des tombes, etc., de groupes humains qui ont disparu parce que les gens n'ont pas réussi à trouver cet exutoire et se sont entre-massacrés dans une crise sacrificielle qui a détruit le groupe. Les groupes qui ont survécu ont trouvé un exutoire, et l'exutoire, c'est le bouc émissaire. C'est là d'où vient le mot, c'est-à-dire qu'on va prendre une victime innocente et on va la charger de toute la violence du groupe et on va la sacrifier. Alors ça peut être un animal, le fameux bouc émissaire, mais ça peut être aussi une personne. Et en fait, comment ça se passe? René Girard a analysé les mécanismes qu'on retrouve dans tous les groupes humains et dans toutes les sociétés de désignation du bouc émissaire, et souvent on voit que le bouc émissaire, c'est toujours quelqu'un qui a un statut particulier. Alors ça peut être des jumeaux, ça peut être quelqu'un qui est par exemple albinos, ou qui a un défaut, qui est boiteux, qui est borgne, par exemple, ou aveugle, ça c'est par exemple chez Oedipe qu'on retrouve ça, ou avec Romulus et Rémus, Caïn et Abel, toujours cette figure du double. Mais ce que dit aussi René Girard, c'est que dans beaucoup de sociétés primitives, en fait, celui qu'on sacrifie, ça va être le roi. On va être dans une logique, en fait, le groupe va désigner un chef, va lui donner le pouvoir, va le porter au nu, va lui donner des femmes, va lui donner de la richesse, va lui donner du pouvoir, et au bout d'un moment, il va le sacrifier. On va tuer le chef, on va tuer le roi. Et ça, il y a peut-être un film qui montre ça très bien, peut-être que certains des cinéphiles parmi vous non plus, ça s'appelle justement L'homme qui voulait être roi. C'est un film avec Sean Connery, et comment il s'appelle cet acteur anglais, je ne trouve plus le nom, Michael Caine. C'est un très bon film, et c'est un film, c'est deux soldats britanniques qui se retrouvent en Afghanistan, donc au moment de la conquête britannique de l'Afghanistan avec l'Inde, etc. Et ils trouvent une tribu, et en fait, ils reconnaissent dans le personnage incarné par Sean Connery, en fait, un ancêtre mythique qui doit venir les sauver. Donc ils le prennent pour un espèce de messie. Alors au début, c'est formidable, il se jette à ses pieds, il a le harem, il a toutes les femmes autour de lui, etc. Et en fait, bon, je suis obligé de dévoiler un peu l'intrigue, mais en fait, à la fin, ils découvrent qu'en fait, tout ça, c'est parce qu'ils vont le sacrifier à la fin. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de peuples primitifs. Et là, je rends hommage à Sylvain Durin, parce que Sylvain Durin m'a permis de comprendre quelque chose à travers son travail, c'est que la démocratie, c'est exactement ça. La démocratie, c'est que vous allez désigner un chef qui va être temporaire, qui va être investi de tous les pouvoirs, et à la fin, on va le sacrifier. Alors, on ne va pas le sacrifier littéralement, on va le sacrifier symboliquement. Et vous voyez qu'il y a cette espèce de mécanisme qui se reproduit, qui est toujours cyclique, c'est-à-dire que le chef va susciter une attente extraordinaire, on va penser qu'il va nous sauver, etc. Et après, à la fin, une fois qu'on va retomber de l'autre côté, il va y avoir la déception, et on va sacrifier le chef. Alors pas forcément, voilà, on ne va pas le tuer, mais on va le tuer symboliquement.
Et ça, par exemple, on l'a vu notamment en France, c'est très présent avec la figure du général de Gaulle. Le général de Gaulle qui était lâché, et il faut lire un livre extraordinaire qui s'appelle Les chaînes qu'on abat de Malraux, qui raconte son dernier repas avec de Gaulle avant sa mort. Et moi, ça m'a vraiment permis de me connecter à ce que disait Sylvain, c'est-à-dire on voit de Gaulle dans le rôle de celui qui a été sacrifié, qui dit, voilà, les Français m'ont porté, puis à la fin, je suis rejeté, et on rentre, la démocratie choisit une nouvelle victime. Et ça, pourquoi il y a ça qu'on retrouve, c'est ce que dit Girard, c'est que ça, c'est possible à travers l'indifférenciation. C'est l'indifférenciation et la mise en concurrence. C'est-à-dire que dans un système démocratique, théoriquement, tous les citoyens peuvent devenir le chef. Tous les citoyens peuvent potentiellement devenir président. Donc on est dans une indifférenciation. Alors qu'est-ce que c'est l'opposé de ça, la porte de sortie de ça? Eh bien, ce que nous dit René Girard, et vous allez comprendre pourquoi il n'est pas forcément en odeur de sainteté dans les cercles universitaires ou modernes, c'est que René Girard nous dit le seul système de croyance qui a permis de sortir de la logique sacrificielle et des sacrifices sanglants ou même sous une forme plus violente, symbolique, c'est le christianisme. Le christianisme, par le sacrifice du Christ sur la croix, qui est le sacrifice ultime de Dieu qui s'est fait homme, et ça c'est très important. En fait, on sort de la logique du sacrifice. On ne peut pas faire de plus grand sacrifice que Dieu fait homme. Et surtout, ce que nous dit Girard, c'est que le sacrifice du Christ est réactualisé à chaque fois qu'on fait la messe. C'est-à-dire que la violence symbolique qui est porteuse, qui est présente dans la société, on l'évacue à chaque fois qu'on fait une messe. Et d'où l'importance aussi que ce soit le vrai sacrifice de la messe, avec vraiment le corps et le sang du Christ. Et c'est pour ça que la dimension, même pas spécifiquement chrétienne, mais catholique, est importante, parce que les catholiques, à travers le dogme de la transsubstantiation, croient réellement que c'est le corps et le sang du Christ qui sont présents. Donc on est dans une réactualisation du sacrifice. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, on sort aussi de la critique du mondialisme, parce que ça a une conséquence politique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans un système politique chrétien? Eh bien, on inverse complètement la logique, c'est-à-dire que la démocratie et le système moderne des droits de l'homme, etc., vous dit, on est dans la souveraineté du peuple, c'est la volonté nationale, et ça vient de Rousseau, des philosophes des Lumières, etc. Eh bien, qu'est-ce que dit le système politique chrétien? Il dit non, la souveraineté, elle ne réside pas dans le peuple, elle réside dans Dieu. C'est Dieu qui est souverain. Et là, vous allez voir qu'on inverse complètement la logique, c'est pas le peuple qui désigne le chef, c'est Dieu qui choisit le chef. Et le peuple le reconnaît comme choisi par Dieu. Et ça change complètement la logique. Vous comprenez là ce que j'essaie de vous dire? C'est on inverse complètement le rapport. C'est-à-dire que là, le but, c'est pas nous, on élit notre chef. Le chef est élu par Dieu, et nous, en tant que peuple, on le reconnaît ou on ne le reconnaît pas. Et notre travail en tant que citoyen, c'est pas de penser qu'on est acteur de l'élection. L'élection, elle est faite par Dieu. Nous, ce qu'on peut faire, parce que ça ne veut pas dire qu'on est passif, ça veut dire que notre boulot, c'est de reconnaître le chef, choisi par Dieu, et de le soutenir et de combattre à ses côtés. Ça ne veut pas dire que tout va être facile et que tout va être arrangé, pas du tout. Ça veut dire que le chef va avoir des difficultés, il va certainement avoir des ennemis, il va avoir peut-être même des difficultés à être reconnu, mais il est là, il a été choisi par Dieu. Et le meilleur exemple de ça, en tant que Français, je dois en parler, c'est exactement l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, elle arrive dans un royaume de France qui est dans la décrépitude la plus totale. Les gens voient qu'aujourd'hui la France va mal, c'est rien incomparable avec la France du XVe siècle. La France est un pays qui est morcelé, les Anglais occupent une grande partie du territoire, le domaine royal c'est un tout petit truc, le roi n'est même pas confiant parce qu'il pense qu'il est peut-être un bâtard, que sa mère n'est pas vraiment sa mère, enfin son père, pardon, n'est pas vraiment son père, il se pose plein de questions, il a plein de doutes, et en fait tout est perdu. Si on regarde rationnellement, tout est fichu, quoi. Et en fait il y a Sainte Jeanne d'Arc qui va arriver et qui va dire non, vous êtes le vrai roi, vous avez été reconnu, vous êtes celui que Dieu a choisi, et moi mon boulot c'est de rendre visible cette élection, et je dois vous faire sacrer à Reims. Vous devez être sacré roi parce que vous êtes le roi de France. Et vous voyez, et là je vous donne cet exemple pour illustrer la conception chrétienne du pouvoir politique. C'est-à-dire que le roi de France est choisi par Dieu, et Jeanne d'Arc, elle va se battre, elle va batailler, elle va avoir des soldats, elle va avoir le peuple, il va y avoir la résistance des gens d'Orléans, etc. Donc c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Mais le roi a été choisi par Dieu. Donc là, voilà, cette donnée-là, elle est là. Maintenant, la question, c'est pas de savoir si c'est le bon roi, est-ce qu'on pourrait pas en trouver un autre, est-ce qu'il est... Non, il est là.
et maintenant on va essayer de lui donner les moyens de devenir pleinement roi. Et donc ça, c'est une conception qui est complètement différente. Et je pense que vous comprenez l'inversion de la logique, et donc si on suit la logique de René Girard, c'est que là on est dans une conception chrétienne et on évite ce cycle sacrificiel de la démocratie. Parce que vous savez, la question, par exemple, ça c'est encore Sylvain Durin qui dit ça à très juste titre, la question qui se pose toujours quand il y a un moment de crise, c'est qui va sauver le pays, qui va sauver la France, qui va sauver les États-Unis, qui est l'homme providentiel. C'est intéressant comme mot, l'homme providentiel, l'homme de la providence. Sylvain disait une chose très juste, il disait dans un système traditionnel, dans l'Ancien Régime, la question ne se posait pas. L'homme providentiel, il y en a un, c'est le fils du roi. Le roi est mort, vive le roi. Et donc du coup, c'est pas juste, la question c'est pas d'être est-ce qu'on est monarchiste ou pas, ou royaliste ou pas. La question c'est que vous comprenez que quand on est dans cette logique-là, on sort de la compétition qui est facteur de violence. Parce qu'en fait, quand, là, dans un système démocratique, quand la crise de succession s'ouvre, tout le monde, c'est la foire d'empoigne, tout le monde veut être calife à la place du calife. Dans un système traditionnel, quand il y a quelqu'un qui est choisi par Dieu, en fait, la succession, elle se fait automatiquement, il n'y a pas à discuter. Voilà, le fils du roi devient le roi, donc il n'y a pas de concurrence. À la limite, il peut y avoir une concurrence quand il n'y a pas d'héritier légitime, ça on l'a vu avec le cousin, le frère, l'oncle, etc. Mais quand la chose se déroule normalement, on sort de cette violence concurrentielle. Et ça, c'est une différence qui est très importante. Et donc, pour terminer sur ce point, je vais aller plus loin dans ma critique du système démocratique. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Par exemple, moi, je ne suis pas du tout convaincu par le principe de séparation des pouvoirs. Ça, c'est quelque chose qui s'est imposé, ça semble aller de soi, c'est Montesquieu. Alors déjà, il faut savoir que Montesquieu, comme les philosophes des Lumières, était complètement formé à Londres, et que sa vision de la séparation des pouvoirs est complètement d'inspiration maçonnique et d'inspiration moderne. Ça, c'est très important de le comprendre, c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible pour des hommes d'ancien régime. Je veux dire, moi, par exemple, il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est que le chef ne rend pas la justice. Si le chef est juste, si le chef est bon, il doit pouvoir rendre la justice. Et le critère auquel on reconnaît un bon chef, c'est qu'on lui fait confiance pour rendre la justice. Comment un chef pourrait-il être légitime s'il ne rend pas la justice? Ça, c'est un point extrêmement important. Il faut se poser la question. Aujourd'hui, on est dans un système où il y a cette séparation. Je veux dire, pourquoi le chef ne rend pas la justice? C'est une vraie question et c'est devenu quelque chose d'assez évident. Après, si on pousse la logique, si le chef est un bon chef et qu'il est juste et qu'on peut l'utiliser comme arbitre pour rendre justice, pourquoi il ne devrait pas faire la loi? Je veux dire, autrefois, je veux dire, la justice se faisait au conseil du roi, je veux dire, le roi débattait avec ses ministres, écoutait les avis de ses ministres, faisait une loi, et ensuite la loi, alors il y avait les parlements, mais qui n'avaient pas le sens qu'on en a aujourd'hui, c'était des parlements de justice, et les parlements de justice rendaient la justice au nom du roi. C'est-à-dire que ce n'étaient pas eux qui étaient producteurs de justice, ils rendaient la justice au nom du roi. Donc vous voyez, on était dans une logique qui est complètement différente. Et donc moi, j'ai pas de réponse définitive, mais je voudrais donner ces arguments parce que quand on parle de l'après-mondialisme, quand on parle du système qu'on voudrait créer, on reste dans ce référentiel et dans cette logique de démocratie et de démocratie directe qui est présentée comme un modèle et on ne voit pas l'autre logique qui pourrait exister. Et donc, pour aller au bout de ça, la question c'est à partir du moment où on réfléchit sur cette logique de système, à qui on peut conférer le pouvoir? Alors là encore, on parle de démocratie. Donc démocratie, c'est le pouvoir donné au peuple, au démos. Mais il y a un autre système, c'est l'aristocratie. C'est le pouvoir donné aux meilleurs. Et quand on a cette grille de lecture, aujourd'hui on comprend qu'on est dans un système qui est complètement inversé. En fait, aujourd'hui on n'est pas dans une démocratie, je pense que vous tous ici en avez conscience, la démocratie en fait est un leurre, et en tant que Français je suis bien placé pour le savoir, puisque on avait en France, par exemple, vous votez non au référendum de 2005 et on vous le remet après. Quand le peuple vote mal, on trouve toujours le moyen de le faire, en fait, de le refaire voter jusqu'à ce que ça passe et que ça vote bien. Donc vous voyez, ça c'est une illusion. Et aujourd'hui, on n'est pas, en fait, on est déjà dans une plutocratie et on est dans je dirais une pessimocratie ou une malocratie parce que c'est le pouvoir des pires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont le pouvoir, c'est pas les plus vertueux, c'est pas les plus droits, c'est pas les plus justes,
c'est les plus corrompus, c'est les plus menteurs, c'est les plus incultes. Et il y a une phrase, un adage latin qui dit ça, qui dit corruptio optimi pessima. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien de pire que la corruption des meilleurs. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système de corruption et les gens ne sont pas sélectionnés justement sur leur recherche du bien commun, même sur leurs compétences, ils sont sélectionnés sur leur docilité et sur leur capacité à être complices d'un système de corruption généralisée. Et donc, la solution pour moi à ça, c'est pas au contraire, je vous ai donné les critiques qu'on peut avoir vis-à-vis de la démocratie. Pour moi, c'est pas un système qui redonnerait le pouvoir complètement au peuple, c'est un système qui ferait émerger une véritable aristocratie. Une aristocratie qui aurait le souci du bien commun et de la défense du peuple et des intérêts du pays. Et alors comment? Vous allez dire, mais alors dans ce cas, très bien, monsieur Berton, mais comment cette aristocratie, elle va se distinguer? Eh bien, elle va se distinguer pas forcément par la naissance, certainement pas par l'argent, elle va se distinguer par les faits, parce que les gens vont le faire. Je vous parlais tout à l'heure du courage et de la responsabilité. En fait, cette aristocratie, elle peut émerger de façon organique. Vous voyez, là, on a vécu ces 4 dernières années des moments de crise exceptionnels. Au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, il y a des gens qui ont résisté. Il y a des gens qui ont dit non. Il y a des gens qui, comme les organisateurs de cette conférence et de tous les gens qui font des activités de résistance, sont sortis du rang et ils sont montés au créneau, sont partis combattre avec des façons différentes. Mais en fait, elle est là, cette nouvelle aristocratie. Elle s'est manifestée, il n'y a pas eu besoin de la sélectionner, il n'y a pas eu besoin de faire des diplômes ou que sais-je. Elle a émergé de façon organique. Exactement comme l'ancienne aristocratie avait émergé. Vous savez que la noblesse qui a existé dans tous les pays d'Europe, comment elle a émergé? Elle a émergé parce qu'il y avait des gens qui, à un moment, il y avait des dangers, il y avait la nécessité d'organiser quelque chose, il y avait la nécessité de protéger des populations de bandes de pillards, de brigands, il y avait des dangers réels, et il y a des gens qui ont dit, bah, écoutez, moi, je vais rassembler mes hommes, je vais rassembler quelques hommes en armes, et on va aller empêcher cette bande de pillards d'aller venir voler, piller, violer. Je vais commencer à construire une palissade avec des pieux, on va se mettre en sécurité derrière, etc. Et en fait, les premiers seigneurs, ils sont apparus comme ça. C'est des gens, ils sont pas arrivés, c'est juste qu'il y a des gens qui ont fait des choses, et ils ont organiquement émergé. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, on parle beaucoup de ces sujets-là, c'est que la sélection, elle se fait d'elle-même. Je pense que si vous êtes présent, vous, ce soir, c'est parce que vous avez un désir de comprendre, vous êtes prêt à prendre de votre temps, de votre argent, pour venir, pour essayer d'écouter, pour essayer de trouver des solutions. Mais combien de gens autour de vous font ça? Combien de gens, le discours que j'ai récurrent autour de moi, c'est « Ah, c'est vraiment dur de réveiller les gens, ça les intéresse pas, ils veulent pas savoir. » Ils sont bouchés, ils font les marmottes, ils veulent rester dans leur confort, etc. Et en fait, ces gens-là se sont désignés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vocation à faire partie de cette aristocratie qui se soucie du bien commun. Et personne ne leur a imposé quoi que ce soit. On ne les a pas dit « toi, t'es pas comme ci, toi, t'es pas comme ça ». Par leur comportement, ils se sont tout simplement écartés eux-mêmes. Et les gens qui, à l'inverse, ont fait ce travail, ont fait ces efforts, se sont engagés, ont donné du temps, ont donné de l'argent, ont étudié, ils ont résisté, ils se sont désignés eux-mêmes, ils sont sortis du rang eux-mêmes. Donc là, on a cette réalité. Et donc, si on veut faire émerger cette aristocratie, il faut la trouver par ces moyens-là, il faut les trouver par ces moments où elle sort elle-même. Et il faut surtout détecter les talents qui existent au sein du peuple. Parce que le vrai problème, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des talents, et en fait, les talents, les gens qui ont le souci, à la fois qui ont les talents, qui ont le souci du bien commun, et qui ont le courage de s'engager, en fait, il faut les identifier, et il faut leur donner les moyens de faire ça. Combien il y a de gens qui pourraient agir, qui pourraient faire énormément de choses pour leur cité, qui ont envie de s'engager, mais ils ne peuvent pas le faire parce que le système est bloqué par la corruption. Ils ne peuvent pas agir. Il y a plein de bonnes volontés qui voudraient faire des choses, mais qui ne peuvent pas le faire. Et c'est ça qu'il faut libérer. Moi, je ne suis pas convaincu que la solution, c'est de dire de manière très utopique, tout le monde va s'engager, tout le monde va faire quelque chose. Non, il y a un petit groupe de gens, il y a toujours une minorité agissante qui est prête à agir. Il faut lui donner les moyens d'agir, il faut l'identifier, il faut développer, chercher les gens qui ont ce goût de l'action publique et ce goût du bien commun,
et leur donner les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et si vous voulez, ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Et le bon exemple, c'est qu'en plus ça marche. On a des preuves que ça fonctionne. On parle souvent, par exemple, des Russes et des Chinois, de dire c'est formidable, par exemple, Vladimir Poutine, on admire des gens comme Lavrov, comme Vladimir Poutine. Bon, en Chine, on connaît souvent un peu moins, mais on voit que les Chinois résistent, etc. Mais qu'ont en commun ces deux pays? Ces deux pays, ils ont une aristocratie qui s'assume comme telle. La Russie, la façon dont l'aristocratie qui existe en Russie, c'est les services des renseignements. C'est là d'où vient Vladimir Poutine, ce qu'ils appellent les hommes de la force. C'est ça l'aristocratie. Et d'ailleurs, il y a un très bon livre que je vous recommande, qui s'appelle Le Mage du Kremlin. Le Mage du Kremlin, c'est un récit à peine romancé de cette aristocratie qui est dans les premiers cercles du pouvoir en Russie. Et il y a un passage qui m'a vraiment frappé quand je l'ai lu et qui a fait nourrir ce que je vous dis ce soir, c'est qu'il y a un personnage qui dit ça, qui dit « Mais nous sommes une véritable aristocratie, et nous pensons comme tel. Nous avons l'argent, parce qu'on ne veut pas être dépendant des gens qui ont de l'argent, on veut avoir le pouvoir politique, mais pour un pouvoir financier, parce qu'on ne veut pas aller quémander aux banquiers, etc. Et on a la conscience de nous-mêmes en tant qu'aristocratie. Et vous, en Occident, vous êtes non seulement avec des politiques qui ne sont pas une aristocratie parce qu'ils sont nuls, ils sont incompétents, ils sont incultes, ils sont dociles, corrompus, c'est pas des hommes, c'est du topo. Et en plus, ils sont dominés par les gens qui ont de l'argent. Et nous, on a vu ça et on ne veut pas être comme ça. Donc nous, on se voit comme une aristocratie et on met la barre très haut parce qu'on veut une élite qui est une vraie élite. Et c'est pour ça qu'on va gagner, parce qu'on a cette conception-là. Et en Chine, vous avez la même chose, l'aristocratie chinoise, c'est le Parti communiste chinois. Et quand on parle de Parti communiste, les gens s'imaginent que le Parti communiste, c'est un parti comme le Parti communiste français, on paye sa cotisation, on a sa carte. Pas du tout. Le Parti communiste chinois, vous êtes recruté déjà par un concours, et d'ailleurs pour la petite histoire, le président actuel Xi Jinping a essayé, je crois, 10 fois de rentrer, et il a échoué, il a dû essayer plusieurs fois avant de revenir, et vous avez une sélection qui est extrêmement rigoureuse, et vous ne devenez pas président en Chine comme ça, vous commencez à rentrer au niveau de la municipalité, on vous teste, on voit si vous êtes bon, si vous êtes bon, vous montez à l'échelle supérieure, vous passez des examens, on vous forme, on vérifie que vous avez les compétences, vous montez à l'échelon au-dessus, et tac, 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 comme ça, et ça dure des décennies, et seulement à la fin, vous arrivez tout en haut, et il y a eu un processus de sélection impitoyable des meilleurs, et pas que des meilleurs, des gens qui ont aussi le souci de servir le pays. Vous voyez, on est dans une conception qui est complètement différente. Donc, je suis en train de vous dire que là, parce que des gens qui pourraient entendre ça diraient « Ah, mais Stanislas Berton, c'est un nostalgique de l'ancien régime, il veut revenir au temps des chevaliers, des nobles, etc. » Pas du tout, il y a des pays qui appliquent ça avec leur spécificité politique, culturelle spécifique, mais qui sélectionnent ça, qui sélectionnent les meilleurs, et qui leur donnent les moyens d'arriver au poste où ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est un processus qui est très sain, et qui, là encore, je vous parlais tout à l'heure de la simplicité du système d'action, de responsabilité, de skin in the game. Là encore, il y a un principe très simple pour faire émerger une véritable élite. C'est très simple, il faut identifier les talents, identifier les meilleurs, les détecter, les former et leur donner les moyens d'agir. Et il faut être absolument impitoyable avec les gens qui sont corrompus et qui sont médiocres. C'est un principe très simple, mais je pense que beaucoup d'entre vous travaillent dans le monde de l'entreprise. Vous voyez les dégâts que ça peut faire quand on met des gens médiocres à des postes de responsabilité. Et vous savez, si vous avez un peu d'expérience dans le monde de l'entreprise, vous voyez très bien que la caractéristique en plus des gens médiocres, c'est de se sentir menacé par les gens qui ont du talent et de recruter des gens encore plus mauvais qu'eux qui ne les menaceront pas. Et en fait, quand vous fonctionnez comme ça, vous avez toute une pyramide de gens médiocres qui commencent à peupler l'organisation et qui font fuir tous les gens qui sont compétents, qui ne veulent pas travailler dans ces conditions et qui vont voir ailleurs. Donc c'est destructeur. Mais à l'inverse, quand vous avez ce principe absolument clair de dire je vais identifier les gens qui ont du talent et je vais leur donner les moyens et je vais sanctionner les gens qui sont mauvais, et bien en fait là tout de suite vous avez une logique absolument saine qui se met en place. Et tout le défi c'est ça. Le défi de nos sociétés c'est de réussir à faire ça. L'après-mondialisme c'est de réussir à promouvoir les bons et sanctionner les mauvais avec un principe de responsabilité. Et alors, moi, vous savez, avant de vous dire ces choses-là, de prendre la parole en public sur ces sujets, je suis moi-même mon propre critique. Je me dis, est-ce que je dis ça tient la route? Est-ce que je suis pas en train de prendre ma conception, etc. Donc, j'ai cherché des exemples. Je vous ai donné l'exemple des Russes et des Chinois, et j'ai été très frappé, quelques temps avant de venir vous voir, de lire un livre où il y avait une citation
des mondialistes eux-mêmes avant l'époque actuelle, qui disaient exactement ça, qui disaient le plus grand danger, il parlait en l'occurrence de la France et de la Russie, donc c'était au XIXe siècle, il disait le plus grand danger pour notre pouvoir occulte, notre capacité à influencer le système, c'est une aristocratie avec des valeurs et des convictions nationales et religieuses fortes, et à l'inverse, le système démocratique, c'est le meilleur système pour nous, parce que nous arriverons toujours à le manipuler, et nous jouerons les partis les uns contre les autres, nous manipulerons en coulisses, nous utiliserons les médias, les journaux, etc., pour influencer l'opinion publique, et c'est le meilleur système pour garder notre pouvoir. Et le plus grand danger pour nous, c'est une aristocratie, c'est-à-dire une classe qui a conscience que son boulot, son travail, c'est de protéger l'État, c'est de protéger le bien commun de la subversion qui vient de l'extérieur et de défendre les intérêts du peuple. Et encore plus quand cette classe-là a une conscience de son rôle et son rôle est ancré dans des conceptions religieuses très fortes. Ça, c'est le plus grand rempart et c'est le rempart que nous devons faire sauter. Et il disait, en France, on a facilement fait sauter ce rempart, notamment à travers l'action de la franc-maçonnerie. Là, on a eu beaucoup plus de mal, c'est dans un pays comme la Russie. Et d'ailleurs, on voit, c'est peut-être pas d'ailleurs pour rien, que justement, il y a eu ce sursaut de ces hommes de la force dont je vous parlais autour de Vladimir Poutine en Russie. Parce que justement, il y avait déjà cette pénétration qui était rendue beaucoup plus difficile en Russie. Donc vous voyez, il faut toujours écouter ce que disent vos adversaires, parce qu'en fait, vos adversaires, souvent, vous disent par quoi ils vont vous avoir. Et en fait, les mondialistes, quand on les lit, disent la démocratie, c'est le meilleur système pour nous, c'est le meilleur système qui nous permet le plus d'agir en coulisses et d'exercer notre influence. Donc c'est ça que je voulais vous dire ce soir. C'est peut-être quelque chose qui va un peu à contre-courant et qui n'est pas forcément politiquement correct, mais je pense au moins qu'il faut avoir ces éléments de réflexion quand on pense à l'après-mondialisme, parce qu'il faut avoir conscience des biais et des failles par lesquelles le mondialisme peut s'insinuer. Alors, ce qui m'amène à la deuxième et dernière partie de cette conférence, où je vais vous parler justement du volet spirituel, des pièges spirituels, qui sont aussi tout aussi importants que les pièges politiques. Alors, je pense que vous avez peut-être tous conscience ici que le mondialisme est un phénomène essentiellement religieux. Et il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que les conceptions religieuses ont des conséquences sur le culturel, le philosophique et le politique. Le politique, en fait, est le résultat de conceptions de principes spirituels. Et alors, je vous parlais tout à l'heure de l'utopie. L'utopie, elle a une conséquence religieuse. En fait, elle a une conséquence, oui, religieuse. L'utopie, c'est la négation du péché originel. C'est-à-dire, vous connaissez le dogme du péché originel, le dogme chrétien, c'est-à-dire de dire que l'homme est marqué par le péché originel, l'homme est déchu par nature. Et la vision inverse de ça, c'est la vision de quelqu'un comme Rousseau, qui est bien connu notamment à Genève, c'est de dire l'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt. Et ça, c'est la vision, en fait, c'est au cœur de l'utopie mondialiste. C'est-à-dire que vous allez penser que l'homme est bon, et en fait, parce que l'homme est bon par nature, il y a plusieurs conséquences. C'est déjà, ça va être l'action sur le système, c'est le discours, par exemple, qu'on retrouve beaucoup à gauche, de dire, ah oui, mais en fait, si par exemple les criminels sont criminels, c'est parce qu'ils ont eu une enfance difficile, parce qu'ils vivent dans les quartiers, etc. Les pédophiles, ils ne sont pas responsables, ils sont comme ça, ils ont des pulsions, etc. C'est un discours qui va déresponsabiliser l'homme et qui dit que c'est à la société a les moyens de rendre l'homme bon. Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence, c'est de dire, si l'homme n'est pas marqué par le péché originel, que l'homme peut être bon, eh bien, on peut faire le paradis sur terre. Et alors ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que si on peut faire le paradis sur terre, eh ben, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et c'est notamment, par exemple, ce qu'on retrouve avec tous les totalitarismes, parce que si l'homme est bon par nature, et on peut faire le paradis sur terre, s'il faut faire 20 millions de morts pour faire le paradis sur terre, pas de problème, c'est pas cher en fait. C'est pas cher du tout, et c'est ça, par exemple, l'utopie des mondialistes. Les mondialistes, ils pensent qu'on peut créer l'homme Dieu, on peut créer l'homme augmenté, et s'il faut liquider tous les complotistes, réactionnaires, gaulois réfractaires, les anti-vax ou je ne sais quoi, qui sont opposés à ce projet parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que l'avenir c'est l'homme pucé, l'homme augmenté, l'homme transhumaniste. Il faut les liquider, mais c'est pas grave, on fera le paradis sur Terre. Et une fois qu'on sera débarrassé de tous ces complotistes, de tous ces gens qui n'ont rien compris, ces mangeurs inutiles, comme ils disent, ces bouches inutiles,
eh ben, on sera dans le paradis, on sera nous les élus, il y aura quelques esclaves qui resteront, qui bosseront pour nous, qui feront un peu de maintenance, et puis nous on passera nos journées dans la réalité virtuelle, on aura de la drogue, on aura, c'est ce que décrit Aldous Huxley, dans le meilleur des mondes. On sera dans un paradis sur terre. Et ça, il faut bien comprendre la conséquence, c'est la négation du péché originel. Donc ça, c'est pour ça que je dis souvent, si vous êtes chrétien, ne vous laissez pas complexer ou stigmatiser, parce que je suis convaincu que la vision chrétienne est beaucoup plus lucide et beaucoup plus réaliste sur la nature de l'homme. On ne se raconte pas d'histoire sur l'homme. On est très lucide sur le mal qui est en l'homme et la capacité de l'homme à faire le mal, et c'est pour ça, c'est parce qu'on croit ça, qu'on a deux conséquences qui ont des choses, c'est qu'on a besoin de Dieu, on a besoin de la parole de Dieu pour nous remettre dans le droit chemin, et on a besoin d'institutions humaines pour justement éviter qu'on ait des dérives, qu'on aille trop loin. On a besoin de ce cadre. Et c'est ça, c'est ce cadre que les mondialistes que nous combattons veulent détruire. Et donc l'autre aspect du piège spirituel, c'est la vision qui est très présente de notre époque. Je vous parlais tout à l'heure du rôle du chef. C'est le refus de toute forme de hiérarchie. On est dans des sociétés qui sont absolument horizontales, et ça se voit au niveau spirituel, parce qu'au niveau spirituel, c'est un peu, aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. On refuse l'autorité, on refuse le magistère, on refuse le dogme. Et je pense que vous le voyez autour de vous, et moi j'y suis confronté parce que je suis très présent sur les réseaux sociaux, et je vois les débats et les discussions que tout cela peut susciter. Et en fait, les gens aujourd'hui sont dans une interprétation purement subjective des textes religieux et de la question religieuse. La question, c'est pas, on a inversé la logique. La logique, c'est pas qu'est-ce que dit l'Église, qu'est-ce que dit la Bible, qu'est-ce que dit la parole de Dieu, c'est moi, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui me plaît. Et vous voyez, on est dans la logique qui est complètement inversée. Et là, moi, je suis... et même au sein du catholicisme, d'ailleurs, au catholicisme, il y a un magistère, il y a une autorité qui est le pape, qui est un arbitre, qui fixe les dogmes, etc. Et même ça, aujourd'hui, c'est contesté et c'est remis en question. Donc vous voyez, on est dans un monde où, en fait, c'est la subjectivité qui règne, et ça, c'est très dangereux. Parce que déjà, en fait, chacun fait son église à sa sauce, et on revient toujours à ça, on revient toujours à la violence et aux notions sacrificielles, c'est que chacun, ça crée la concurrence, c'est-à-dire, moi je pense, parce que quand on a par exemple un dogme objectif, c'est-à-dire on a un point de débat dogmatique, si on est catholique, on a le magistère de l'Église, c'est écrit noir sur blanc ce qu'il y a dans le catéchisme de l'Église catholique. Le pape a tranché cette question, etc. Donc normalement la discussion est close. Mais si vous refusez cette autorité qui fixe, c'est des débats sans fin. C'est moi je pense que, ah oui mais moi je crois que, ah oui mais d'accord, mais moi je ressens ci et ça. Et en fait ça crée de la violence. Ça crée du débat sans fin, en fait on n'avance pas, c'est des arguties infinies. Et donc moi je suis vraiment convaincu que s'il y a un domaine où il ne faut pas laisser justement les gens faire n'importe quoi et décider selon leur sensibilité, selon leur bon plaisir, c'est la religion. Parce qu'on arrive au chaos. Et ça, c'est pas moi qui le dis aujourd'hui à partir de la situation que je vis, c'est quelque chose qui est présent dans l'homme à l'origine et qu'on retrouve même à l'Antiquité. Dans le cadre de mes recherches, j'ai trouvé un texte que je vais vous lire, qui est très drôle. Parce que c'est quelque chose qui a, dans l'Antiquité, on est, je crois, au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc on est au début de l'Église. Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Grégoire de Nice, qui est cité par Édouard Gibbon, qui est le grand historien qui a écrit le déclin et la chute de l'Empire romain. Alors, je vous cite ce que nous dit Grégoire de Nice. Donc on est au IIIe siècle. Alors, écoutez bien, cette cité, donc il parle de Constantinople, est remplie de mécaniciens et d'esclaves qui sont tous de profonds théologiens et qui prêchent dans les boutiques et dans les rues. Si vous désirez qu'un homme vous change une pièce d'argent, il vous informe conséquemment que le fils est différent du père. Si vous demandez le prix d'une miche de pain, il vous a répondu que le fils est inférieur au père. Et si vous voulez savoir si votre pain est prêt, on vous répond que le fils a été créé à partir de rien. Donc vous voyez, en fait, on est déjà là, on est au IIIe siècle, et il y a déjà ces controverses théologiques qui animent le gars qui vous prépare le pain, le boulanger, etc. Et donc vous comprenez quand vous lisez ça, pourquoi l'Église a été créée. Pourquoi on a eu besoin de conciles, on a eu besoin d'une autorité ecclésiastique qui a arrêté ces débats sans fin et qui a dit maintenant ça suffit, les dogmes sont ceux-là et on arrête de discuter, d'avoir ces débats pour savoir si le fils est inférieur au père, etc. Toutes ces questions. C'est pas venu de rien les dogmes et le magistère de l'Église. Et donc ça c'est très important parce que je dis souvent que, vous savez, c'est la phrase de Bossuet, les hommes chérissent les effets dont ils déplorent les effets dont ils chérissent les causes.
Mais en fait, aujourd'hui, on dit, mais tout part à volo, on est dans le transgenre, on est dans le LGBT, on a des gens qui pensent qu'ils sont un homme, qu'ils sont une femme, qu'ils sont un tabouret, ils sont un chien, et c'est leur sensibilité, il faut la respecter. Mais c'est aussi ça dans le domaine religieux. Si on commence à dire « Ah oui, mais moi je pense que j'ai ma sensibilité particulière et ce passage de la Bible il me plaît, mais celui-là il ne me plaît pas », en fait on est exactement dans cette même logique et on arrivera, quand on ira au bout de la logique, exactement aux mêmes dérives. Donc ça c'est quelque chose qui est pour moi un grand danger quand on va penser l'après-mondialisme et le monde dans lequel on vit et les dangers qui menacent le monde actuel. Et ce qui m'amène au deuxième point et dernier point de cette dernière partie, c'est le danger de beaucoup de gens qui, sans s'en rendre compte, ont exactement les mêmes croyances que les mondialistes. Alors ça, de quoi je vais parler? Je vais parler notamment d'un phénomène qui s'appelle la gnose. La gnose, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce sont des courants ésotériques, et alors qui sont fondés sur une notion qui est très simple, qui est qu'il y a la révélation religieuse pour le tout venant, et il y a une révélation religieuse qui est réservée à un cercle de petits initiés. Et ça alors on trouve ça dans beaucoup de sectes, dont la franc-maçonnerie, dont d'autres mouvements, mais aussi dans le christianisme. Dans le christianisme, vous avez par exemple quelque chose qui est l'évangile de Jean. Il y a l'église de Jean, et les gens de l'église de Jean pensent que Saint Jean a reçu une révélation spécifique qui est différente, et que Jésus a réservé cet enseignement à son disciple préféré qui était Saint Jean. Et donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la distinction que font les mondialistes entre le tout venant, les initiés, etc., on la retrouve dans cette logique gnostique. Et alors ça, c'est quelque chose de très dangereux, parce que vous voyez les dérives à laquelle ça peut amener, avec toujours cette division en deux groupes de gens. Voilà, moi j'ai reçu quelque chose que les autres n'ont pas, et c'est le contraire de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, et Jésus a donné une bonne nouvelle qui est pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ça la rupture qui est apportée par le christianisme, c'est-à-dire qu'on passe d'un salut qui est réservé à un petit groupe de gens, qui est en l'occurrence le peuple juif, le peuple de l'ancienne alliance, et une nouvelle alliance qui est avec tout le monde, et tout le monde est sauvé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Christ a été crucifié, parce que son message était scandaleux pour les autorités juives de l'époque. Pourquoi les pharisiens ont crucifié le Christ? Parce qu'ils n'acceptaient pas que le salut, ils perdent leur monopole, entre guillemets, sur le salut, que ce salut soit ouvert à tout le monde. Donc vous voyez, on est dans ça, et d'ailleurs le Christ l'a dit dans son enseignement, il a dit « Ce que j'ai caché aux sages et aux savants, je l'ai révélé aux tout petits ». Donc c'est-à-dire que la révélation, elle n'est pas réservée à des initiés, elle est présente pour tout le monde. Et quand vous faites de la théologie et que vous travaillez sur le catholicisme ou le christianisme, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous avez la personne la plus simple, qui n'a aucune formation, qui a peut-être même une intelligence tout à fait limitée, qui peut être touchée par le message du Christ, de la même manière qu'un profond théologien comme saint Augustin ou saint Thomas d'Aquin ou les pères de l'Église peuvent passer leur vie à méditer sur la richesse de cette écriture. Donc vous voyez, tout est là en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose en plus, et chercher quelque chose en plus, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est la tentation de l'orgueil. Le diable s'en sert là-dedans. Le diable va exciter ça et va chercher à utiliser ça contre nous. Donc attention à ça, et attention notamment à des formes contemporaines de la gnose. Moi je vois beaucoup la gnose qui est présente dans tous ces phénomènes, comme par exemple ce qu'on appelle le mouvement New Age. Et ça c'est très présent et c'est très dangereux. Alors pourquoi? Par exemple, l'exemple type de ça, c'est ce qu'on appelle la religion de Gaïa. Alors ça, vous entendez ça notamment avec tous les écologistes, etc., qui vous disent notre mère la terre, Gaïa. Alors déjà, quand on est chrétien, c'est pas comme ça, c'est pas notre mère la terre, déjà on a un père, et notre père c'est Dieu. Et déjà la différence, c'est que Dieu a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire que Dieu n'est pas dans la terre, il ne se confond pas avec la nature. Et ça, c'est un mot, ça s'appelle le monisme métaphysique. Il y a une différence entre Dieu qui fait partie de la nature et Dieu qui est séparé de la nature, avec un créateur et une création. Et alors c'est intéressant parce que quand on parle de Gaïa, de notre mère la Terre, il y a déjà cette distinction. Il faut savoir que Gaïa, déjà elle se reproduit toute seule, elle n'a pas besoin d'homme. Elle engendre elle-même ses enfants. Donc déjà, vous voyez, aujourd'hui on dit on n'a plus besoin de père. En fait, on est déjà dans la GPA. On est dans la séparation du père. Et ensuite on vous dit que non seulement Gaïa, elle se reproduit elle-même, mais en plus après elle couche avec ses enfants et c'est ça qui engendre les dieux. Donc en fait, on est non seulement dans la génération, on va dire, spontanée, en plus on est dans l'inceste. Et on est dans ce qui s'appelle le monisme, c'est-à-dire le grand tout. Et ça, c'est une conséquence théologique, je ne vais pas développer, parce que l'objectif, c'est pas de faire un cours de théologie, mais si Dieu est dans tout,
Si Dieu est tout, si Dieu est le cosmos, en fait, et qu'il n'y a pas de distinction entre Dieu et la nature, ça veut dire que le mal est en Dieu, que Dieu a un principe de mal. Et donc tous les théologiens, enfin les penseurs gnostiques, se retrouvent face à ce problème de dire, bah oui, mais si le mal est en Dieu, comment on va purifier ce mal? Alors là, c'est là où ça part complètement en vrille, et qu'on arrive à tous ces trucs très dangereux qui amènent aux croyances des mondialistes. Donc là, je suis en train de dire, il y a des gens qui, de bonne foi, vous disent par exemple, Dieu est en nous, on fait partie de Dieu. Attention, réfléchissez où ça va vous mener. Réfléchissez aux conséquences théologiques très importantes de ces croyances-là. Et là, on revient encore à la notion du sacrifice, c'est que si Dieu est en nous, et si Dieu fait partie de la nature, bah, il y a une dimension cyclique, cosmique, et notamment dans le paganisme, comment on faisait redémarrer les cycles cosmiques par les sacrifices. Pourquoi on sacrifiait, notamment par exemple les Aztèques, qui sacrifiaient des dizaines de milliers de personnes? Parce qu'ils voulaient justement nourrir la terre, nourrir ce Dieu qui est présent dans la nature, pour refaire renaître le soleil, pour refaire le cycle des saisons. Même, vous savez, ici, les druides et tout ça, vous avez tous les néo-païens qui vous disent « Ah, les druides, les croyances celtiques. » Mais attendez, les druides, ils pratiquaient les sacrifices humains. Ils pratiquaient les sacrifices humains, et les gens ne comprennent pas pourquoi le christianisme s'est imposé aussi rapidement, alors qu'en plus, le christianisme ne s'est jamais imposé par la force des armes. Mais pourquoi? Parce que les gens ont compris ce que disait René Girard. Les gens qui, tous les ans, voyaient sacrifier un enfant, voyaient sacrifier une jeune vierge, bah, ils se sont dit, enfin, on a trouvé une croyance religieuse qui nous permet de ne pas avoir sacrifié des gens toutes les saisons ou tous les ans. Et attendez, c'est un progrès extraordinaire. Mais c'est pour ça que le christianisme s'est diffusé partout. Je veux dire, y compris en Amérique du Sud, y compris en Europe, y compris partout, il s'est installé. Parce que le christianisme a mis fin au sacrifice humain. Alors là encore, il faut arrêter quand vous avez les gens qui vous disent « Ah, les méchants conquistadors, ils sont arrivés, ils ont massacré les pauvres Indiens. » Oui, les pauvres Indiens, ils zigouillaient des dizaines de milliers de personnes. Et en fait, c'est pour ça que les gens se sont ralliés aux conquistadors, qui étaient des brutes, hein, d'ailleurs, qui étaient des mecs violents, brutaux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ils apportaient quand même, ainsi avec les religieux qui étaient avec eux, un système qui allait mettre fin à cette barbarie du sacrifice païen. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous voulez, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et moi je suis vraiment frappé, et c'est pour ça que c'était très important pour moi d'aborder ce thème-là ce soir, c'est se voir des gens qui ont un esprit très critique sur le plan politique, sur le plan des critiques sociales, qui vont accepter cette vision religieuse, païenne, moniste, gnostique, sans discernement. C'est-à-dire qu'ils vont adhérer à ça sans comprendre les conséquences théologiques. Après, moi je veux bien, on peut discuter de ça, peut-être d'ailleurs vous aurez des remarques après cette conférence, mais il faut faire preuve de la même manière qu'on fait preuve de rigueur quand on critique les mensonges du gouvernement, qu'on va éplucher tous les contrats Pfizer pour voir comment ils ont truqué les essais cliniques, ayons le même esprit critique par rapport aux religieux et par rapport aux dogmes, et étudions la théologie catholique, étudions l'histoire de l'Église, avant d'accepter notamment beaucoup de mensonges qui sont vraiment, je dirais, colportés par les ennemis de l'Église. Moi, je passe mon temps sur les réseaux sociaux à discuter avec des gens qui racontent des choses, mais qui sont fausses théologiquement, qui sont fausses au niveau de l'histoire. Et en fait, on leur a bourré le mot avec ça, et c'est des gens qui sont peut-être très critiques vis-à-vis des mensonges du gouvernement, mais il suffit qu'il y ait un type qui leur a dit « Ah, mais attends, l'Église, elle te cache des trucs, il y a les évangiles apocryphes, les évangiles secrets de saint Thomas et tout ça. » Mais vous les avez lus, vous les avez comparés au canon de l'Église, vous comprenez pourquoi ils n'ont pas été retenus. Donc avant d'adhérer à ça sans discernement, il faut faire ce travail, il faut avoir cette rigueur. Je veux dire, il ne faut pas laisser son esprit critique au passage sur les questions religieuses. Après, on peut critiquer l'Église, on peut discuter de plein de choses, mais attention de ne pas le faire de mauvaise foi, et faisons-le avec un esprit vraiment formé. Et ça, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit au début de cette intervention, il y a un lien absolument étroit entre le religieux, entre le religieux, le politique, et même l'intime, le familial. Je veux dire, on a une cascade de conséquences, et si on a une spiritualité qui est déréglée, si on est avec des choses qui sont fausses ou qui nous conduisent à des conséquences qui sont dangereuses, c'est avoir un ensemble de conséquences en cascade, et en fait, on va se retrouver à mettre en place un système qui sera, en fait, sur le papier, différent du mondialisme, mais qui ira s'abreuver à la même source spirituelle. Et ça, c'est la phrase de saint Paul qui nous dit « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, et attention à ce danger,
de vaincre politiquement, c'est-à-dire de vaincre la chair et le sang, de vaincre les hommes de chair, mais à adhérer aux principes spirituels qui les ont inspirés, c'est-à-dire d'adhérer aux principes des principautés et des esprits, nous dit saint Paul, des esprits célestes qui habitent dans les lieux élevés, des esprits mauvais, pardon, qui habitent dans des lieux élevés. Donc ce qui m'amène à la conclusion de cette conférence, j'insiste sur tous ces sujets, puisque nous sommes dans une période de crise. Le mondialisme a mis le monde en crise. Et cette crise, elle peut avoir deux résultats. Elle peut au contraire nous permettre de résoudre cette crise positivement, de comprendre ce qu'il a amené, de comprendre ce qu'on a voulu détruire, et d'arriver à un système qui est meilleur. Vous savez, c'est après la crise, des fois on arrive à une meilleure solution. Comme quand on a la maladie, après on a une santé, on a une meilleure immunité, puisque notre corps s'est adapté à la maladie et a développé des défenses immunitaires. Mais aussi, si on se soigne mal, si on ne comprend pas la nature du mal, la crise peut être pire, on peut ressortir de cette crise encore plus affaibli, encore plus malade. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est malade essentiellement sur le plan moral et spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et donc l'enjeu que j'ai essayé de souligner ce soir, c'est quel système nous allons recréer, quels principes politiques, spirituels, nous allons utiliser pour reconstruire cette société. Et moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça peut-être que j'ai peut-être bousculé certaines personnes en critiquant le principe démocratique, en critiquant certains principes spirituels, c'est que moi je suis frappé de voir que souvent dans la résistance, en fait le champ des réflexions et des auteurs et des pensées qu'on va aller solliciter pour penser l'après est souvent réduit en fait à ce qu'on appelle la pensée moderne. Et notamment, on n'a pas le point de vue des anti-modernes, des anti-lumières, et notamment des penseurs catholiques. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu apporter ma pierre à travers cette conférence et à travers certaines réflexions que je développe dans mes livres. C'est que, ok, moi je veux bien qu'on ait des débats sur qu'est-ce qu'on fait après, mais il faut avoir toute la gamme des options possibles et comprendre ce que chaque option nous apporte, quels peuvent être les points positifs, les points négatifs, les avantages et les dangers. Et surtout, je pense que le principal danger qui peut nous guetter, j'ai évoqué tout à l'heure l'orgueil, j'ai aussi évoqué le danger d'être gouverné par nos passions et peut-être de faire aussi de nos cas particuliers des généralités. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Les Lettres de Russie, qui est le voyage d'un écrivain français qui s'appelait Custine, qui est allé en Russie au XIXe siècle, en 1835 pour être précis. Et il y a un passage où il décrit exactement ça, et là encore, vous voyez, rien de nouveau sous le soleil, on est exactement dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je cite, il parle de la France, il dit « Ce pays où depuis Fénelon, on n'a fait que parler politique, n'est encore aujourd'hui ni gouverné ni administré. On ne rencontre que des hommes qui voient le mal et qui le déplorent, mais quant au remède, chacun le cherche dans ses passions, et par conséquent, personne ne le trouve, car les passions ne persuadent que ceux qui les ont. » Et donc c'est ça le danger, c'est que quand on est en train de réfléchir à ce qu'on veut après, on a tendance justement à être guidé par nos passions. Et moi, bien sûr, j'ai des convictions très fortes, je ne les cache pas, en tant que catholique, en tant que chrétien, mais j'espère qu'à travers cette conférence et à travers le travail que je fais dans mes livres, j'ai essayé de vous expliquer, notamment sur le plan religieux et politique, les avantages et les inconvénients de chaque système, de ne pas être juste dans ma préférence personnelle, mais d'être derrière les options philosophiques, politiques et théologiques qui ouvrent ou ferment certaines possibilités. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et je vous parlais tout à l'heure du rôle d'une élite, d'une aristocratie des meilleurs. Je pense que ça aussi, c'est un trait qui est très important, c'est-à-dire d'être capable de s'extraire de notre subjectivité, de s'extraire de nos passions et de nos goûts particuliers pour réfléchir à l'intérêt général et à réfléchir à de quoi nous avons besoin. Si nous nous soucions réellement de notre pays, de notre peuple, de sa prospérité, demandons-nous de quoi a-t-il besoin ? Qu'est-ce qu'il lui faut pour assurer sa sécurité, pour assurer sa prospérité, pour assurer sa stabilité, pour éviter sa subversion. Et ça, je pense que c'est très important, et de manière générale, de combattre tout ce qui menace la stabilité de nos sociétés et la continuité historique, sociale et culturelle de nos peuples. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui résume un peu ce que je viens de vous dire. C'est cette phrase magnifique de l'historien français Jacques Bainville, qui dit « Comment s'appose-t-on à un peuple toujours de la même manière par les services rendus ?»
Et je pense que le plus grand service que l'on peut rendre à un peuple, c'est de lui dire la vérité et de ne pas lui raconter des histoires, de le flatter sur ce qui touche à la politique et ce qui touche à la religion. Et je pense que c'est ça, être responsable, et malheureusement nous vivons dans une époque où il n'y a plus beaucoup de gens responsables. Chesterton, l'écrivain en catholique anglais, ne disait pas autre chose, il avait encore une très belle citation, il disait « Il est facile d'être fou, il est facile d'être hérétique, le plus difficile, ce n'est pas de perdre la tête, c'est de garder la sienne. » Et c'est exactement ça, je pense que dans ces temps de crise, il ne faut pas perdre la tête, il faut garder la tête froide, il faut garder la tête sur les épaules, et surtout il faut changer notre perspective. Je vous parlais beaucoup de l'aspect spirituel et de l'aspect religieux. Là encore, le rapport à Dieu nous invite à inverser cette perspective. C'est-à-dire, plutôt que de nous soucier de ce que nous voulons, nous, de notre subjectivité, de nos désirs, de nos caprices, de nos envies, demandons-nous ce que Dieu veut. Inversons notre rapport. Demandons-nous qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Quelle est notre vocation? À quoi nous appelle-t-il? Et ça, c'est vrai à l'échelle des individus. Nous-mêmes, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Nous voulons agir. Comment pouvons-nous agir? Comment devons-nous agir? Mais c'est aussi vrai à l'échelle d'un pays. Que veut Dieu pour notre pays? Quelle est la vocation de la France? Quelle est la vocation de la Suisse? Si nous arrivons à nous débarrasser du mondialisme, que doit faire la France? Quel rôle doit jouer la France dans le monde d'après? Quel rôle doit jouer la Suisse dans le monde d'après? Quel rôle doivent jouer les États-Unis dans le monde d'après? Chaque pays a une vocation, comme chaque individu a une vocation. Et retournons cette réflexion et demandons-nous qu'est-ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous et chacun de nos pays. Et ça, vous me direz peut-être, mais comment le savoir? Il y a une réponse très simple. Demandons à l'Esprit Saint. Prions, demandons à Dieu de nous aider, et il nous donnera les réponses. Et le Christ ne nous abandonnera pas dans cette réflexion, puisqu'il nous a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. » Je vous remercie.